c'est quoi les crimes contre l'humanité? Vous savez que ce mot n'existait pas dans ma jeunesse. Il a été forgé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été forgé pour caractériser ce qu'avaient été les exactions épouvantables des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est de se laisser aller à des exactions qui sont d'une brutalité qui est contraire au sentiment d'humanité qui peut être défini par le respect de la personne humaine dans son intégrité et dans sa valeur propre. C'est de tuer, c'est tout simplement de tuer la notion d'humanité en vous, c'est tout. Par exemple, un massacre, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Mais la traite des Noirs, c'est un crime contre l'humanité. Vous voyez pourquoi la différence? Parce que quand je me livre à la traite des Noirs, je ne considère plus que les Noirs sont des êtres humains tout à fait, sont des morceaux, sont des choses, sont des outils dont je vais me servir comme d'une main-d'œuvre. Autrement dit, je leur nie la qualité d'être humain. Ils ne sont pas des hommes comme moi. C'est un crime contre l'humanité. Et ce n'est pas un génocide. De mon point de vue, dans un génocide, on tue les gens, mais on ferme toutes les portes. Donc c'est un processus qui vise à éliminer toute la population. Après le génocide arménien, le génocide des Juifs, le génocide au Rwanda en 1994, le génocide des Bosniaques musulmans dans la guerre dans l'ex-Yougoslavie, le massacre de Srebrenica. Il y a le Cambodge, avec un monsieur qui s'appelait Pol Pot, qui a pris le pouvoir dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Je pense qu'on peut parler du génocide des Tziganes, qui a été associé à celui des Juifs, mais il y a des historiens qui discutent ça. On parlera de la persécution des Tziganes et de leur élimination partielle. La notion ethnocide, c'est la volonté de détruire la culture d'un groupe humain, la culture, hein, je n'ai pas dit le groupe humain en entier physiquement, la culture d'un groupe humain, en l'accompagnant aux besoins de massacres. Les Indiens d'Amérique, il y en a qui vont parler aussi d'ethnocide, c'est-à-dire on a pu les tuer, mais surtout on leur a donné de l'alcool, on leur a donné de l'argent, des choses qui viennent de l'Occident, et puis finalement ils ont perdu leurs racines, leurs traditions, et donc ils n'ont plus leur valeur propre. Quand Primo Levi arrive à Auschwitz, il dit mais pourquoi on maltraite telle personne, etc. Et il y a quelqu'un qui dit ici il n'y a pas de pourquoi. Tu es là, tu sais que tu vas souffrir, tu sais que tu vas mourir, tu n'as rien à comprendre. Alors, quand je dis comprendre, je me suis situé comme historien, comme chercheur, mais il y a aussi comme une sorte de devoir moral à l'égard de ceux qui sont morts, parce que leur bourreau leur disait « il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre ». Donc si on accepte de ne pas travailler sur cette énigme de notre propre barbarie, alors, d'une certaine manière, c'est le triomphe du mal. Premièrement, ces événements se produisent dans des pays où il y a des problèmes économiques, il y a beaucoup de chômage, il y a des populations immigrées et qui sont vues comme des étrangers. Il y a aussi une crise au sein même du pouvoir. À cause des problèmes de l'Allemagne, il y avait une majorité de gens qui voulaient que les Juifs soient à part, parce qu'il y avait des problèmes d'emploi. Dans cette situation, il y a ce qu'on va appeler des intellectuels. Ils disent, bien, on a des problèmes, d'accord, mais si on commence par se débarrasser de ces gens-là, après ça ira beaucoup mieux. Et puis si on les expulsait, ça serait quand même mieux. Il y a toujours à la fois un cycle de violence et de vengeance. Il y a la désignation d'un groupe, d'un peuple, bouc émissaire, donc sur laquelle on fait porter tous les maux de la terre. C'est le rôle, on va dire, de l'idéologie, voyez, de la propagande. Et donc tous ceux qui étaient considérés comme impurs, d'un point de vue racial, du point de vue de l'hygiène raciale, eh bien, devaient être éliminés. Et donc ça implique
les malades mentaux et aussi, des points de vue de la société, les tziganes, les juifs, etc. Et quand vous avez la guerre, alors ça devient plus facile de tuer les gens. Parce que vous pouvez faire croire que c'est pour des raisons de guerre qu'il faut les éliminer, ceux-là. Ils étaient les ennemis de l'intérieur déjà. Voyez ? Mais maintenant qu'il y a la guerre, on va dire que ces ennemis de l'intérieur, eh ben aussi, ils sont alliés avec l'armée qui menace à la frontière. C'est ce qu'on appelle pour les nazis les judéo-bolcheviques. Les Arméniens ont été pris à l'époque, c'était en 1915, dans la guerre russo-turque. Et les Arméniens étaient les personnes qui, par exemple, n'avaient pas la même religion que les Ottomans. Deuxième processus, il faut du pouvoir. Il faut que ces idées arrivent au pouvoir. Alors là, quand un chef d'État reprend ces idées, là c'est sûr que ça devient très dangereux pour les personnes qui sont présentées comme boucs émissaires. Où c'est Berlin? Qui c'est Hitler? Le régime nazi est un régime pyramidal. Tout remonte à Hitler. Et ensuite, les ordres verbaux. Il n'y a aucun ordre écrit de cette importance. Et cet ordre verbal est diffusé à la deuxième couche du pouvoir. C'est Himmler, chef de toutes les polices du Reich, Heydrich, qui va être responsable en particulier de la question juive, entre guillemets, question juive, Göring, et puis ensuite à la troisième degré, c'est Eichmann et les autres. Les Juifs, à partir de 1933, dès que Hitler arrive au pouvoir, ils n'ont plus le droit d'être fonctionnaires. Et puis après, on va leur dire, oui, vous pouvez aller acheter de la nourriture, mais de telle heure à telle heure. Donc il y a une sorte de marginalisation comme ça, sociale. Et puis, il y a un troisième facteur. Ceux qui décident d'agir, ce sont ceux qui sont au pouvoir, donc ceux qui sont convaincus par cette idéologie. Après, le problème, c'est de savoir si les autres vont suivre. Quand le 22 juin 1941, l'Allemagne et ses alliés entrent en guerre contre l'Union soviétique, l'état-major nazi, Hitler en premier, ont prévu de tuer les hommes soviétiques, plus de 15 ans, et tous les responsables du régime communiste. Pour tuer ces gens-là, les Allemands ont mis sur pied 4 groupes spéciaux qu'on appelle les Einsatzgruppen. Ces 4 groupes comptent 3000 hommes, tous des volontaires. Il y avait ces groupes qui arrêtaient les Juifs et qui les tuaient. Leur crime, comme ennemi, c'est d'être nés juifs. Quand on a bien étudié le profil psychologique ou social de ceux qui avaient, par exemple, assassiné des Juifs à bout portant, eh bien, on s'est aperçu que 9 fois sur 10, c'était des individus tout à fait ordinaires, des pères de famille, qui n'étaient pas des monstres. La spécificité du génocide des Juifs, c'est l'utilisation d'un gaz qui s'appelle le zyklon B. Et le génocide arménien, c'est la volonté délibérée par les Turcs, les Ottomans à l'époque, la volonté délibérée d'exterminer les Arméniens. Sur le massacre de Srebrenica, c'était ce massacre, la programmation du massacre de tous les musulmans bosniaques programmé par les Serbes de Bosnie. Au Rwanda, c'était donc le massacre programmé des Tutsis, 800 000 personnes en 3 mois qui ont été massacrées par les Hutus. La population a adhéré au génocide, elle a laissé faire en tout cas, soit par indifférence, soit par une sorte de consentement passif, mais on ne peut pas dire que la population voulait la mort des Juifs. Il y a une phrase d'un historien qui résume cela. La route d'Auschwitz a été construite par la haine et pavée d'indifférence. La population allemande est responsable passivement de ce qui s'est passé. Mais si elle est responsable, la vraie responsabilité active, ce sont des Allemands bien particuliers qu'on appelle les nazis. Les Américains savaient
Les Anglais savaient, les Soviétiques savaient. Ils n'ont rien fait. Donc la responsabilité aussi, elle est collective et donc sur le plan international. Ce massacre en 1995 aux portes de l'Union européenne, avec une communauté internationale qui n'a pas agi, qui était sur place mais qui n'a pas agi, un peu comme au Rwanda. C'est une immense honte, sentiment d'impuissance ou sentiment de n'avoir pas fait exactement ce qu'il fallait faire, surtout pour l'Union européenne. L'Union européenne qui s'est constituée sur le projet de la paix, sur le projet de plus jamais ça, après l'extermination des Juifs. La justice est nécessaire pour les survivants, tout simplement pour regarder l'avenir. La justice, c'est une manière de dire voilà qui a été la victime et voilà qui a été le criminel. Les guerres, c'est toujours extrêmement cruel, évidemment. Mais les comportements des nazis ont été particulièrement sanglants, criminels et attentatoires à la dignité des gens. Et les massacres étaient tels, et la conduite de la Gestapo, des SS, que les Alliés ont décidé dès la fin de 1942 qu'il y a des crimes qu'on ne pardonnerait pas. Il y a eu une première déclaration des Alliés. Et puis, un accord est intervenu ensuite à Londres pour la création d'un tribunal international pour juger les principaux criminels de guerre nazis. Ça a donné lieu à une charte où on a dit comment sera composé ce tribunal, quel type de crime il jugerait, comment la défense serait assurée et qui relèverait de ce tribunal. Eichmann, qui est le responsable numéro 1 de la solution finale avec Heydrich et les autres, s'est réfugié en Argentine, celui-là à Buenos Aires. Les agents israéliens l'ont repéré, ils l'ont kidnappé en 1960, je crois, et ils l'ont expédié en Israël. Et là, le procès a eu lieu à Jérusalem en 61. Arrive le procès, un type ordinaire. Je ne dis pas sympathique, hein, non, on ne veut pas dire. Le type est froid, cassant, bureaucratique, sans grand humour, sans grande imagination, un personnage terne, tout à fait terne, mais ordinaire. Psychopathe lui-même, ayant fait sadique lui-même, il n'a jamais tué personne de ses mains. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Eichmann? Qui est Eichmann? Comment est-ce qu'on fabrique un Eichmann? Pour le massacre de Srebrenica ou le génocide du Rwanda, ce sont des tribunaux qui sont limités dans l'espace et qui sont limités dans le temps. On est en train de mettre une pression extrêmement forte sur la Serbie. Ce qui permet de faire ça à l'Union européenne, c'est le fait que la vocation des pays des Balkans, c'est un jour d'adhérer à l'Union européenne. Donc on fait pression sur les autorités serbes parce que on estime qu'elles ne font pas tous les efforts nécessaires pour coopérer avec le tribunal international pour les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Pour le Rwanda, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Il faut que les autorités rwandaises coopèrent pleinement, hein, ne serait-ce que pour autoriser les témoins à venir à La Haye, puisque son siège est à La Haye, témoigner. Alors, on a surpris parmi les défenseurs, par exemple, d'anciens massacreurs de Tutsis à l'époque. Il y a une instance maintenant internationale, une cour pénale internationale qui permet maintenant de juger les responsables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et ça, c'est une victoire absolument énorme du droit international. Ces statuts ont été adoptés en 1998, mais elle a été rendue effective seulement depuis 2002 parce qu'il fallait que 60 États ratifient la Convention qui crée donc la Cour pénale internationale, qui elle est là de façon permanente, hein, et peut accueillir toutes les plaintes à partir du moment où elles ont été déposées après 2002. L'Union européenne et le Parlement européen ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait le plus d'États possible qui adhèrent à cette Cour pénale internationale. C'est extrêmement décisif
pour qu'elle soit incrédible, deux, efficace. Parce que si les États ne sont pas, n'ont pas ratifié, ne sont pas partis, comme on dit, à la convention qui crée la Cour pénale internationale, à ce moment-là, les génocides ou crimes contre l'humanité qui seraient commis sur leur sol pourraient ne pas être jugés par cette Cour. C'est un autre processus qui n'empêche pas de traîner les responsables devant les tribunaux et de les condamner, mais qui n'est pas basé justement sur le judiciaire. Alors chaque pays en fait trouve son processus. Il y a l'Afrique du Sud qui a entamé ça à l'époque avec des commissions vérité et justice. La question qui est posée, c'est même si vous avez une reconnaissance des coupables, que ces coupables sont jugés et sont en prison, comment on fait? Comment on fait dans un pays où une très grande partie de la population a commis des crimes contre une autre moitié de la population? Et en fait, ce sont des démarches qui sont collectives, assumées à l'échelle d'un pays qui décide, et là il faut une bonne volonté des autorités du pays, de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Envisager des modalités de réparation pour les victimes. Ça peut être des indemnités financières, mais ça peut être aussi des aides psychologiques. Ça peut être aussi, et ça c'est le Maroc qui a eu cette idée le premier, c'est une réparation collective. Mais ce qui est important de voir, c'est deux processus qui sont complémentaires. Avant tout, ce qui compte, de mon point de vue, pour la prévention, c'est votre engagement personnel, d'une certaine manière, auprès même des gens qui sont autour de vous. Car la première prévention, c'est de lutter contre l'exclusion de tel ou tel groupe. Prévenir la violence, c'est développer des liens de solidarité dans notre propre société. Et pourquoi c'est très important de reconnaître le génocide arménien? Parce que quand l'histoire n'est pas faite, quand on occulte la mémoire, quand on enterre en fait deux fois les morts, c'est-à-dire non seulement ils sont morts, ils ont été massacrés, mais en plus on n'en parle pas, on ne le reconnaît pas, alors on est confronté toujours dans l'histoire, toujours à des résurgences de la violence, des résurgences du cycle de la vengeance. Pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de guerre, c'est-à-dire défendre la paix, régler les conflits lorsque des conflits surgiraient. Et pour cela, il y a un conseil de sécurité. À l'origine, 11 membres, dont 5 membres permanents. Veiller au respect des droits de l'homme, mais aussi le souci du développement. Et un conseil économique et social qui devait veiller à ce que la coopération en matière économique et en matière sociale soit organisée entre tous les États membres des Nations Unies. Et cette organisation a commencé à essaimer et à créer des institutions mondiales. Et chacune de ces institutions, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, du travail, de l'éducation, de la science et de la culture, toutes avaient la même composition universelle qu'avait l'Organisation des Nations Unies elle-même. Elle était ouverte à tous les États soucieux de paix. La Commission des droits de l'homme a adopté les 30 articles d'une déclaration des droits de l'homme. Ça doit s'appliquer à tous les gouvernements, mais aussi à tous les peuples. Elle doit donc être universelle. Si elle était vraiment appliquée, eh bien, tous les problèmes dont nous parlons seraient résolus. Mais évidemment, elle n'est qu'une déclaration, elle n'est pas un engagement juridique fondamental. On n'est jamais arrivé jusqu'au point où nous autres Européens sommes arrivés. Car je vous signale qu'il existe une Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, est contraignante pour tous les pays du Conseil de l'Europe. Si vos droits de l'homme, à vous, Européens, sont violés par votre gouvernement, vous avez le droit de réclamer que justice vous soit rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Au Conseil de l'Europe, on s'occupe de l'éducation. Nous nous occupons d'histoire depuis l'origine de la Convention culturelle, c'est-à-dire depuis 1954. Chaque pays est libre de décider quel est le jour qu'il veut consacrer dans son calendrier à cette journée de la mémoire.
Ceci pour amener les enseignants et à travers eux les élèves à mieux sensibiliser à l'enseignement de la mémoire à travers l'histoire nationale. Alors, il y a énormément de pays en Europe qui ont choisi la date du 27 janvier, qui est la date emblématique de la libération d'Auschwitz et de Birkenau. Pour prévenir les crimes contre l'humanité, c'est, je crois aussi, soutenir tous les processus démocratiques. C'est de mettre sur le devant de la scène, dans les relations que l'Union européenne entretient avec le reste du monde, avec les pays tiers, les enjeux de démocratie et de droits de l'homme. Et soient pris en considération également quand l'Union européenne travaille ou négocie ou entretient des relations avec les autres pays du monde. Beaucoup d'intérêts s'opposent à cette prise en considération des droits de l'homme. Et donc c'est un travail d'aider aussi des gens qui partout dans le monde se battent pour leur liberté, parce qu'il permet à des personnes par exemple de sortir de prison. D'une part, rappeler, signifier que la mémoire, ce qui était arrivé à ces enfants et à ceux qui les entouraient, et donc ce qui peut arriver, que dans le monde contemporain, aujourd'hui, et comment faire, et qu'on en est conscient, et qu'on ne considère pas qu'on est impuissant en face de ça, mais qu'au contraire, on essaye de faire ce qu'on peut. Et puis aussi, pour que ce soit un endroit où puisse s'exprimer la lutte contre le crime contre l'humanité dans le monde contemporain. Le rôle de l'éducation, ce qu'on fait aujourd'hui, me semble-t-il, c'est important dans une volonté de vigilance et de prévention. Bon usage de la mémoire, c'est d'essayer d'expliquer que cette histoire n'est pas une histoire juive, parce que c'est une histoire juive. Vous allez écouter gentiment, vous êtes poli évidemment, vous allez écouter courtoisement, qu'est-ce qu'ils ont souffert les pauvres, alors, c'est affreux. Éventuellement verser une larme, bon, ému bien sûr, tout le monde est ému, et puis finalement vous allez allumer la télévision et il y aura d'autres souffrances sur l'écran, il y a encore d'hémoglobine, et ici on s'est massacré, ici on est tripé, etc. Bref, une souffrance chasse l'autre et l'émotion va se diluer très vite. Si une leçon est bien faite sur le plan politique, un élève, n'importe qui soit d'origine tamoule, tutsi, tunisienne, zaïroise, noire, juive, peu importe, il a compris quelque chose d'essentiel, il a compris qu'en détruisant l'humanité d'un groupe humain X qui s'appelle ici les Juifs, mais qui peut s'appeler autrement ailleurs, c'est votre humanité qui a été détruite. Le plus jamais ça recommence. Donc, est-ce qu'il faut être vraiment fataliste? D'abord, il faut être réaliste. Les hommes peuvent être des barbares contre d'autres hommes, mais on ne peut pas réduire l'histoire des hommes à cela non plus. Il y a aussi des beaux gestes d'humanité. Il y a votre implication aujourd'hui, si vous vous sentez concerné, parce que les États, ils ne s'intéressent pas forcément à ces questions-là. Les chefs d'État, ils ont leurs problèmes, le chômage, les relations internationales, l'économie. Et donc, quand un peuple se fait tuer à l'autre bout du monde, ça ne les intéresse pas trop, hein, ou pas directement. Sauf si il y a des associations, il y a des journalistes qui leur disent « Mais attendez, n'oubliez pas quand même ce qui se passe là-bas, il faudrait quand même faire quelque chose. » Donc vous voyez le rôle des ONG, le rôle des médias, ça c'est très important. Les jeunes sont maintenant les acteurs possibles, les acteurs décidés de mener ce travail-là jusqu'à son terme. Vous savez beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le monde, vous avez des moyens d'information que nous n'avions pas. Pour vous, il ne peut pas se passer une violation sérieuse des droits de l'homme à aucun coin du monde sans que votre Internet, votre radio, votre télévision ne vous en informe. Vous mobilisez pour dire non, ce n'est pas acceptable, il faut faire quelque chose. C'est votre tâche naturelle. C'est à cela qu'il est normal que vous employez une partie importante de votre jeune énergie. En parlant après coup de la Shoah, le pasteur Martin Niemöller, il a eu cette phrase
Ils sont venus d'abord arrêter les communistes, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Ils sont venus arrêter les socialistes, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Et puis ils sont venus arrêter les juifs, et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Et quand ils sont venus m'arrêter, moi, il n'y avait plus personne pour protester.